Ok. Bonjour à tous, si vous nous entendez. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire qui va être dédié à un sujet qui nous occupe déjà depuis un petit moment dans le groupe TGS France, qui est le lien justement entre le management et la performance économique durable. On va prendre le temps de se présenter 1 minute avec Anthony qui m'accompagne dans ce live. De mon côté, je suis Pascal Méran, je fais partie du groupe TGS France chez TGS France Consultant. Mon métier, c'est d'être consultante en stratégie, organisation et management avec des interventions pour des PME, des ETI et puis aussi pour des entreprises qui se développent en réseau, ce qui nous donne pas mal d'informations justement sur le lien entre l'économique et le management. Anthony, je te laisse te présenter. Et moi, donc Anthony Pérez, donc moi je suis expert comptable et associé du groupe TGS France. J'interviens depuis une vingtaine d'années au sein d'entreprises de type PME et petite ETI. Et c'est vrai que notre métier, notamment d'expert comptable, pendant très longtemps, c'était vraiment de calculer et d'analyser la performance économique des entreprises. Et aujourd'hui, en fait, on se pose de plus en plus la question du lien entre en fait, tout ce qui peut se passer dans l'entreprise et cette réalité de performance économique et comment est-ce que cette performance économique peut devenir durable. Et c'est le lien qu'on vous propose de faire aujourd'hui avec le management. Alors, pourquoi ce sujet? Évidemment, le groupe existe depuis plus de 50 ans. À force de dire qu'il a 50 ans, il a plus de 50 ans maintenant. Groupe multiservice de services aux entreprises, avec notamment des experts comptables comme Anthony, et puis des consultants comme je peux l'être, et puis plein d'autres métiers. Et puis, ça fait 20 ans. Plus de 20 ans maintenant qu'on accompagne les PME et les ETI sur des sujets managériaux, entre autres, d'organisation aussi. Ça fait environ 200, 300 entreprises. On n'a pas repris tous les comptes. Il y a plus de 10 000 managers et chefs d'entreprise accompagnés. Et lors de ces accompagnements, on a toujours ce constat empirique que finalement, dans une équipe où ça se passe bien, eh bien, on retrouve de la performance économique, de la performance de production, de l'efficacité, avec notamment 3 invariants managériaux. Les invariants, c'est ce qui ne change jamais. Alors, on a quelques exemples à vous partager justement de ces constats qu'on fait sur le terrain. D'abord, au sein de réseaux de franchises, ou quand on accompagne en management des franchisés, qui sont des patrons, qui ont un certain nombre de collaborateurs, eh bien, on se rend compte régulièrement que chez ceux qui nous partagent ce genre de propos, par exemple, j'ai beaucoup de chance, j'ai une super équipe, ça se passe bien avec l'équipe, je suis plutôt content de mes résultats. En général, en corrélation avec ces constats que fait le patron, on identifie au travers des accompagnements qu'on fait des postures managériales et des mises en place du temps managérial significatif. Ce qu'on va après vous repartager. Anthony aussi, tu peux témoigner parce qu'on a quand même un laboratoire assez intéressant dans le groupe. Oui, c'est vrai que dans le groupe, on a un laboratoire très intéressant parce qu'on a plus de 120 agences sur chaque agence, en fait, il y a du management de proximité qui est mis en place et on mesure, en fait, ce qu'on pourrait appeler le bien-être des collaborateurs tous les 2 ans. Là, on en a fait une mesure en fin d'année 2025 et on pourrait penser que c'est là où le travail est le plus intéressant, a priori le plus intéressant, et c'est là où le travail est le plus varié, qu'on aurait les meilleures notes. Eh bien, pas du tout. En fait, nous, l'agence qui, cette année, a eu finalement les meilleurs retours, en tout cas des collaborateurs, là où les collaborateurs se sentent le mieux, c'est une agence où le travail est, en tout cas d'un point de vue extérieur, peut paraître hyper répétitif parce qu'en fait, c'est une agence qui traite que des clients d'une certaine typologie. Et en fait, la vraie différence se fait sur le management et la façon dont la manager de ce pôle apporte du sens au travail pour ses collaborateurs. Et donc, c'est là où on se dit que finalement, le lien entre ce qu'on pourrait penser être l'intérêt au travail et la façon dont le manager le présente est très important. Et à côté de ça, c'est sans doute chez nous une des agences qui a la plus de rentabilité. Donc, on peut faire tout à fait le lien très rapidement entre entre une agence qui
avec un management de qualité et une agence qui est très rentable. Alors, les invariances sont lesquelles? On les a un petit peu résumées. D'abord, il y a le temps consacré au management. Le management, vous le savez tous, c'est du temps bloqué dans l'agenda. Le management de la porte ouverte, ça fonctionne un peu moins bien, c'est-à-dire que être dispo comme ça, de façon spontanée, c'est très bien, mais c'est surtout du temps bloqué dans l'agenda et un temps significatif pour accompagner les équipes. C'est aussi la discipline du manager. Alors, on ne parle pas toujours de ce mot-là quand on parle de management, mais cette discipline, c'est vraiment les rituels collectifs et individuels. C'est quoi mes temps conviviaux? C'est quoi mes points d'équipe? C'est quoi le temps que je passe avec chaque collaborateur pour identifier où il en est, ce qui se passe bien pour lui, ce qu'il arrive à faire, ce qui est plus difficile, ce qui me permet d'identifier tous les signaux faibles et finalement de mettre de l'huile dans les rouages. Et puis, il y a aussi l'intérêt porté à l'autre en tant que personne. Dans les équipes où le manager connaît bien les collaborateurs, connaît bien leurs talents, évidemment, ça c'est hyper important, organise les complémentarités, adapte parfois son mode de management en fonction des besoins des uns et des autres, tout en gardant l'équité évidemment et des pratiques communes, bien là on a des résultats qui sont vraiment intéressants. Mais une fois qu'on fait ces constats empiriques, parce que ça c'est le sujet, c'est que comme on est dans un groupe où on a plein de collègues experts comptables, ils nous disent on est d'accord avec vous, mais concrètement, ça donne quoi avec les chiffres? Donc, avec plusieurs collègues, on s'est dit, mais quelle est la littérature et les publications scientifiques sur le sujet de lien direct entre management, organisation managériale? Quand on parle de management, on parle de toute la chaîne managériale, et la performance économique. Alors, ce n'est pas une grande surprise, c'est rarement corrélé. C'est-à-dire que finalement, il y a assez peu de gens qui se posent la question en ces termes. Alors, vous aurez plein de choses sur management et engagement des collaborateurs, des grands sujets sur la productivité, mais vraiment le lien évident entre ce que je mets en place en qualité de management et ce que ça me donne financièrement, c'est assez peu travaillé. Alors Anthony, peut-être qu'on peut donner une définition là. Pour mieux comprendre, oui, de ce qu'on peut appeler la performance. En fait, la performance, alors pour très longtemps, on s'est attelé surtout à travailler sur la performance qui est économique. Alors cette performance économique, finalement, c'est la capacité que l'entreprise a à créer de la valeur. Alors une valeur que l'on ne mesurait que par ses chiffres, c'est-à-dire son chiffre d'affaires, ses coûts, etc. Finalement, la performance économique durable, socio-économique, c'est peut-être de voir toujours la performance comme une création de valeur, parce que ça, il ne faut pas l'oublier, l'entreprise, elle crée de la valeur, mais peut-être pas uniquement sur les domaines économiques. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de performance durable parce qu'on associe un petit peu au développement durable et notamment environnemental et social. Néanmoins, ce qu'on pourrait peut-être, si on mettait en face la performance économique qu'on avait l'habitude de travailler avec la performance durable, eh bien, c'est-à-dire qu'on se demande de se projeter un peu plus loin et plutôt que de mesurer que cette performance à court terme, au niveau économique, on va mesurer la performance à moyen long terme. Alors, ce qu'on voit dans beaucoup de nos entreprises, parce que rarement les décisions qui sont prises sont des décisions, sauf en cas de difficultés particulières, sont des décisions qui engagent l'entreprise uniquement sur du court terme. On sait très bien que les entreprises qui durent, en fait, c'est des entreprises qui ont une vision à moyen terme, peut-être long terme, ce qui est toujours un petit peu compliqué aujourd'hui, mais au moins à moyen terme, c'est-à-dire à 3 à 5 ans. Donc, bien d'avoir en tête, c'est vraiment la création de la valeur, en fait. Et derrière ça, en fait, si on veut mesurer la performance durable, au-delà de la performance uniquement économique, eh bien, on va s'attaquer aux différents coûts cachés de l'entreprise. Alors, ces différents coûts cachés qui sont liés, vous les connaissez, l'absentéisme, l'accident du travail, les arrêts de travail, le turnover, en fait, tous ces petits événements qui, mis bout à bout, en fait, coûtent très cher à l'entreprise. Et donc, impacte sa performance économique. Alors heureusement pour nous, en faisant nos recherches, on est tombé sur l'ISEOR, que certains d'entre vous connaissent, qui est vraiment un programme de recherche qui est lancé depuis les années 70 avec deux personnes, Saval et Zardet, Henri Saval et Véronique Zardet. Et c'est vraiment un laboratoire de recherche en management, avec des partenariats avec l'IAE de l'Université de Lyon, du CNAM de Paris,
Et ils ont, au travers des années, fait des interventions au sein de plus de 2000 entreprises, de 2 à 30 000 salariés, donc assez diversifiés, en France, à l'étranger, avec l'interrogation, l'étude de 110 000 acteurs sur le terrain à date, parce que l'ISEOR existe toujours, bien sûr, et continue son travail d'études sur le lien entre management et performance économique. Ils ont d'ailleurs sorti un livre que je vous recommande ou pas, c'est-à-dire qu'on a essayé de vous en tirer quelques enseignements parce que c'est vraiment un gros pavé avec des parties très techniques, mais qui finalement a réuni plus de 193 auteurs de 16 pays, praticiens universitaires en sciences et management, et justement qui parlent de ce sujet du management socio-économique avec des dimensions extrêmement variées. Donc, on a voulu en vulgariser une certaine partie qui nous paraissait intéressante. Et donc, dans ces 1600 recherches, ils ont identifié, alors 5000 dysfonctionnements, on va être très exact, qu'il y a 4713 types de pathologies d'organisation des entreprises. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Et en fait, dans tous ces dysfonctionnements, ils ont remarqué que ça relevait systématiquement de 6 grands leviers de performance au travail. Et c'est ces leviers justement qu'on va aller un petit peu explorer en vous donnant des exemples. Et ces leviers de performance au travail, s'ils sont activés, génèrent de la performance économique. S'ils ne sont pas adressés, génèrent ce dont on vient de parler et qui est vraiment aussi un des cœurs des études qui sont faites, c'est ce qu'on appelle les coûts cachés, les coûts qu'on ne voit pas directement dans le bilan, qu'on peut aller chercher à droite à gauche, mais ça ne se voit pas à la fin de l'année dans le bilan. Alors, dans ces 6 leviers, de la satisfaction au travail et de la performance, justement, assez traditionnellement, on observe les conditions de travail physiques et psychologiques. Tout ça, c'est l'environnement matériel, relationnel, l'environnement psychologique du poste. Et là-dessus, on a un certain nombre d'exemples. Anthony, tu en avais notamment dans l'industrie. Ouais, en fait, dans le cadre de nos métiers, on a la chance de visiter comme beaucoup d'entreprises, parce qu'en fait, on se contente pas de faire les comptes. Et bizarrement, l'état des comptes est souvent en lien, et dans l'industrie, je le rencontre, ou même dans le bâtiment, est souvent en lien avec l'état de l'atelier ou l'état de l'usine, en fait. La plupart du temps, quand vous visitez une entreprise, et je pense que vous l'avez déjà constaté, que tout est bien rangé, que c'est propre à la fin de la journée, et que finalement chaque opérateur fait attention à son poste de travail, vous le retrouvez dans les comptes. Alors, plus ou moins, mais vous le retrouvez dans les comptes. J'ai eu l'occasion de visiter une scierie l'autre jour, encore, où les comptes sont plutôt très bons. On a visité à la fin de la journée de travail. En fait, il y avait quasiment pas une sciure de bois par terre, hein. Donc, c'est vraiment l'attention que le collaborateur, que le dirigeant, que le manager porte à son outil de travail se retrouve directement dans les comptes, et parce qu'en fait, ça favorise tout simplement le bon fonctionnement de l'entreprise. Moi, j'ai un contre-exemple d'une entreprise qu'on accompagnait, effectivement, qui fabriquait des structures pour les salons. Et il y avait des problématiques d'engagement des collaborateurs, de respect de l'espace de travail. Et en visitant les locaux, je me suis rendu compte que toutes les machines qui ne fonctionnaient plus et tous les débris étaient un peu mis aux 4 coins de cet énorme bâtiment. Et quand j'ai interrogé, ben oui, ça coûte très cher de débarrasser ce type de déchets. Et dans la journée, ils se plaignaient que les collaborateurs laissaient, les ouvriers laissaient les gobelets de café, parfois les mégots de cigarettes, etc. Mégots de cigarettes, déjà, ça vous donne un indice. Et finalement, là, on parle de symétrie des attentions, c'est-à-dire que si moi, patron, je n'investis pas dans l'espace de travail de mon salarié, pourquoi est-ce que j'attendrais de l'autre côté que celui-ci en prenne le plus grand soin? Donc là, c'est la question de symétrie des attentions qu'on a retrouvée évidemment dans d'autres espaces et dans d'autres sujets de l'entreprise, mais constat empirique sur le terrain qui s'inscrit clairement, on aurait fait une recherche avec l'ISEOR et les coûts cachés, il y aurait certainement eu des sujets pour ces entreprises dans les conditions de travail physiques et psychologiques. Alors, le deuxième, c'est l'organisation du travail. Est-ce que c'est générateur de frustration, de complexité ou d'efficacité? Et ça, c'est un levier qu'on adresse au quotidien, sur lequel on se pose des questions au quotidien dans les organisations. Donc, finalement, est-ce que mon organisation est claire, cohérente,
responsabilisante, est-ce qu'elle évite un peu les doublons, vous savez, les zones grises où on ne sait pas trop qui décide, qui fait quoi, le manque de coordination, est-ce qu'il y a plus ou moins de dysfonctionnement? Et dans un très beau réseau de franchises qu'on accompagne, très dynamique, extrêmement attachant, on a vraiment je dirais, cette volonté de mener des projets avec un entrepreneuriat assez fort. Et puis à un moment, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de projets qui étaient lancés, qu'ils n'avaient pas forcément la visibilité, et puis ils ont fini par faire le compte. Plus de 80 projets lancés dans une entreprise où il y a, au-delà d'un réseau de franchise, à la tête de réseau, vous avez environ 300 personnes. Donc ça vous donne une idée du nombre de projets. Et, pardon. Et le résultat, c'était qu'on avait parfois des équipes qui étaient épuisées. On avait des pertes d'argent parce qu'il y avait des projets qui étaient lancés puis abandonnés, ou lancés en doublon, ou lancés sans concertation. Et là, il y a vraiment eu une alerte parce que ça générait effectivement beaucoup de zones grises, de la désorganisation et puis surtout de l'épuisement des équipes. Donc, ils ont mené cette entreprise un travail extrêmement sérieux avec les collaborateurs pour réorganiser toute l'approche du management de projet et décider ensemble de ce qu'on gardait, qu'on faisait jusqu'au bout, quand est-ce qu'on arrêtait, pour justement, arrêter d'épuiser les équipes, et deux, arrêter de perdre de l'argent sur des sujets comme ça, parce qu'il y avait un vrai sujet de performance économique, et ils ont mis justement des indicateurs pour voir comment ils allaient progresser sur ces sujets-là. Donc, cette organisation du travail, même dans une entreprise où il y a un très fort taux d'engagement, beaucoup d'affect et beaucoup d'envie de faire, eh ben, il est nécessaire de se poser la question de à quel moment je commence à créer de la complexité, à empiler des couches, empiler des strates et finalement perdre de vue cette simplicité qui nécessite une extrême compréhension des sujets et qui nécessite parfois de prendre des décisions et de prioriser. C'est sûr que oui, pour rajouter quelque chose sur l'organisation du travail, en fait, on se rend compte que dans des entreprises qui sont très engagées, où finalement, on a l'impression que tout est stratégique. Hein. Sauf que non, tout n'est pas stratégique. Nous, on le voit chez nos clients, où à chaque fois qu'il dit, ça, on s'en occupe parce que c'est stratégique, c'est stratégique. Non, enfin, vous le savez, la stratégie d'entreprise, elle repose sur 3 ou 4 piliers. Elle repose pas sur 80 projets, en fait. Hein. Donc, c'est important d'avoir une organisation assez claire. Alors, on disait à chaque fois, quand vous voulez enterrer un projet, vous créez une commission. C'est un peu le risque qu'on peut voir dans les organisations, et c'est le fait d'avoir plusieurs commissions qui travaillent. Non seulement, en plus, on en a certaines qui travaillent les unes pour les autres, nous on le voit même dans notre groupe. Hein. Certaines travaillent alors que d'autres travaillent sur le même sujet, mais personne ne le sait. Donc, ça crée de l'inefficacité, et ça peut créer aussi une vraie frustration, ce qui est inscrit, ce que disait Pascal, parce qu'à un moment donné, quand on dit non, mais ton projet, finalement, on n'a pas les moyens de le mettre en place, oui, mais ça fait 1 an que je travaille dessus, personne ne m'a rien dit, quoi, en fait. Hein. Et donc, ça peut créer une frustration et de l'insatisfaction au travail. Le troisième levier, alors ça, c'est un vrai. On le répète tout le temps, mais c'est le sujet de la communication, de la coordination et de la concertation. Je me souviens d'un job dating qu'on avait fait ensemble à Saint-Herblain, Anthony, où on devait mettre une petite citation en dessous de notre prénom. Moi, j'avais mis « Si les gens savaient se parler et s'écouter, mon métier n'existerait pas ». Donc voilà, donc la communication, c'est à la source, à l'origine, un facteur qui va renforcer tous les dysfonctionnements. C'est vraiment cette communication, cette coordination, concertation, c'est la courroie de distribution de l'organisation. Et on en oublie à quel point les effets d'une communication réussie ou pas réussie peuvent avoir des impacts directs très forts sur les équipes. Et nous, dans les accompagnements managériaux et organisationnels, on s'en rend compte à chaque fois. Et il se trouve que dans une belle ETI qu'on accompagne, il y a des projets stratégiques qui sont mis en place. Alors, pas tant que ça, Anthony, j'ai bien entendu, il n'y en a pas 80. Mais en tout cas, des beaux projets très intéressants, très en lien avec le marché, très en lien avec les besoins des équipes. Et comme c'est une entreprise multisite, c'est mis en place dans plusieurs sites. Et il se trouve que les sites sont dirigés par des directeurs de sites, des managers, et que même si vraiment l'équipe qui a mis ça en place, elle y a mis beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie, elle y a mis beaucoup de méthodes. Derrière, il y a ce par quoi on conclura, mais il y a le facteur humain. Et donc, le déploiement n'est pas toujours optimal. Dans la plupart des cas, ça s'est bien passé.
Et puis, dans une des agences, on a présenté un projet en réunion où les gens ont découvert sur place qu'ils avaient des évolutions de poste, sans avoir été prévenus, sans avoir été vraiment préparés. Donc, par rapport au projet de départ, il y a des étapes qui ont été loupées. S'en est résulté, sur une équipe d'environ 25 personnes, 8 démissions, dont une grande partie dans le même service. Donc, en termes de coûts cachés et de dysfonctionnement, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Donc là, c'était pas de la même. Encore une fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est jamais de la volonté de nuire des managers, des directeurs de sites et des responsables d'entreprise. C'est juste sous-estimer à quel point certains sujets sont cruciaux pour qu'il y ait derrière de l'adhésion, de l'engagement, ou à minima qu'on n'éclate pas les équipes, quoi. Donc ça, c'était vraiment assez marquant comme exemple. Ouais, et souvent, nous, dans les entreprises, on voit, à contrario, et notamment dans les entreprises plus récentes, un mélange entre la communication et la transparence. Et aujourd'hui, faut bien faire attention, c'est que la communication, c'est pas la transparence sur tout. En fait, déjà, vos collaborateurs, ils ont pas envie de tout savoir. Enfin, je veux dire, ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est ce qui a un impact sur leur travail quotidien, en fait, hein. Et donc, faire attention à pas mélanger les deux. Nous, on a aussi des difficultés, on a des clients qui rencontrent des difficultés par excès de transparence. Parce que l'excès de transparence peut aussi inquiéter, notamment, dans le groupe, on accompagne beaucoup de startups, hein, donc dans lesquelles il faut des fois 1, 2, 3 levées de fonds avant de pouvoir ressortir. Eh bien, quand vous en parlez tout le temps, parce que vous vous dites c'est important que mes collaborateurs soient au courant comment on fonctionne, etc. Eh bien, vous pouvez créer plus de la crainte et donc de la défiance et voir des personnes qui s'en vont parce qu'ils se disent il n'y a pas d'avenir forcément dans l'entreprise, qu'un vrai engagement à vos côtés, hein. Et ça crée aussi beaucoup d'incompréhension chez les chefs d'entreprise qui disent attendez, moi je leur ai tout expliqué, je leur ai tout dit, ils savent exactement où on va, etc. Et je comprends pas que les gens ne me suivent pas. En fait, les personnes n'ont peut-être pas toujours envie de tout savoir. Donc, ne pas confondre la communication avec la transparence, et notamment sur les comptes, hein. On n'est pas obligé de donner tous ses comptes à tous ses collaborateurs, en fait. Oui, alors effectivement, et avec un juste milieu, c'est-à-dire qu'il y a une nécessaire transparence quand on sait que l'information elle a filtré. Là, il faut absolument rectifier, remettre du sens et ne donner l'information que quand on a un petit peu de contenu à apporter. Mais je dis toujours aussi, même quand je peux pas apporter de contenu, il y a un gros sujet dans l'entreprise, tout le monde le sait, c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce là. L'idée, c'est de dire oui, il y a un sujet. Nous l'avons identifié, nous travaillons dessus. Parfois, ça suffit aux équipes pour se dire bon, tout le monde l'a vu, compris nous, la direction, et c'est en cours. Donc la communication, c'est ça aussi, c'est parfois dire on ne sait pas, mais on a vu et on y travaille. Tout à fait. Alors le sens du travail, effectivement, alors ça paraît un peu, on enfonce les portes ouvertes, mais c'est fondamental de redire aux gens régulièrement mais pourquoi on est là. On peut même aller plus loin, vous savez, dans les PME, ETI, on fait des projets d'entreprise qui sont assez importants et parfois on a du mal à le faire redescendre dans les équipes. Et tout l'enjeu du manager, c'est de faire comprendre à l'équipe quel est son rôle dans ce projet. Pourquoi ce projet d'entreprise te concerne toi aussi? Dans quel cadre s'inscrivent notre organisation, les décisions que nous prenons? Et de faire cet effort à chaque fois de raccrocher ce que je mets en place dans l'équipe, le sens du travail que nous faisons au projet d'entreprise, par exemple, ça c'est assez fondamental. Et puis on a aussi un autre exemple, parfois, et moi ce que j'appelle l'expert, on recrute un expert dans une entreprise, puis alors on l'abandonne dans la pampa, le pauvre vieux, et je pense que toi, Anthony, tu peux un peu en parler de parfois ces recrutements qu'on ne sait pas. Ouais, ça a pu nous arriver. En fait, on a toujours l'impression, alors ça peut être l'expert du type consultant et autres, mais ça peut être aussi demain un responsable de site dans vos entreprises, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une vraie expérience et on se dit, je le mets là, c'est surtout pour pas m'en occuper, quoi, en fait, hein. Et donc, alors sur l'expert que abandonné dans la pampa, c'est clairement celui qui est soi-disant à un réseau, et on va lui dire écoute, voilà, tu as ton réseau, maintenant tu vas vendre les offres que tu sais produire et tu vas facturer pour le groupe. Ça fonctionne pas parce qu'à un moment donné, notamment quand ce type d'expert rejoint un groupe ou rejoint une entreprise, c'est aussi pour faire partie d'une équipe. Et donc, si c'est pour continuer à travailler tout seul, il n'y a pas forcément d'intérêt. De la même manière, quand on recrute un expert en management ou quelqu'un qui a
un vrai savoir-faire pour diriger des sites de production, par exemple. Moi, j'ai eu le cas pas plus tard que l'an dernier, sur un client qui a plusieurs usines, et donc il s'est dit, je vais recruter un directeur industriel. Il a recruté un cadre, vraiment un mec top, etc. Sauf qu'à un moment donné, il a considéré que compte tenu du salaire qu'il lui versait et de son expérience, il n'avait pas besoin de l'accompagner dans les usines. Et bon, la personne, elle a été bien reçue parce que si c'était pour apprendre à tous les directeurs d'usine comment faire leur travail, en fait, ça s'est pas forcément bien passé. La personne s'est pas forcément sentie soutenue aussi par son management et elle n'est pas restée. Là, ils ont recruté un deuxième directeur industriel. Ils n'ont pas fait la même erreur. La personne est là depuis 7 mois et ça se passe bien, en fait. Mais tout simplement parce que le dirigeant a expliqué aussi aux équipes à quoi servait le poste qui avait été recruté. C'est ça. Et il faut se dire que chaque personne présente dans l'entreprise a besoin d'être managée avec un management, je dirais, adapté à son expertise, adapté à ses besoins, adapté à son niveau de responsabilité. Et c'est parfois, et on en reparlera, c'est parfois il y a un peu de trou dans la raquette, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu très fort aussi sur le management de managers. Et le management d'experts, alors ça peut être aussi des équipes de développement dans une entreprise dont c'est pas le cœur de métier, mais qui a quelques développeurs. Enfin, on peut le retrouver à plein d'endroits. Ces gens-là, même s'ils connaissent parfaitement leur métier, ils ont besoin d'être managés, c'est-à-dire qu'on s'intéresse sincèrement à eux. Que le manager soit un facilitateur. Oui, tu es un expert, mais comment je peux t'aider à encore mieux faire ton travail? Il est là l'enjeu. Et apporter cette reconnaissance. Tu existes, tu es précieux dans l'organisation comme tout le monde. On a besoin d'échanger avec toi. Et c'est de ça dont il est question. On n'a pas dit qu'on allait dire aux gens, recruter des experts, leur dire quoi faire, comment travailler, mais leur donner tous les outils, tout ce dont ils ont besoin et s'intéresser sincèrement à eux, c'est ce dont ont besoin les individus qui sont dans une entreprise, tout simplement, quel que soit leur niveau. Alors, on a aussi le sujet de la gestion du temps. Alors, moi, j'aime bien parler de la protection du temps. Et pour ça, c'est vraiment se dire, quand je fais quelque chose, quel que soit mon niveau, quand je suis manager, quand je suis collaborateur, quand je suis dirigeant, est-ce que ce que je fais en ce moment, ai-je de la valeur ajoutée là-dessus? Est-ce que c'est vraiment moi qui dois faire ça? Est-ce que c'est là que j'apporte le meilleur à mon entreprise? Évidemment, il y a des urgences. Évidemment, il y a des moments où on prend le manche pour tout un tas de raisons. Mais se poser constamment cette question-là de ma valeur ajoutée placée au bon endroit, elle est fondamentale. Notamment, et je le mets, notamment dans le management. Si je suis manager et que mon temps de management se réduit comme peau de chagrin parce que je suis happée par des réunions, par des projets, etc., là, il y a un vrai sujet à remettre en place. Et pour ça, il faut travailler aussi le sujet de la simplicité. C'est toujours la même chose, c'est faire des choix, faire moins mais mieux, mettre du temps au bon endroit, accepter de renoncer. Et nous, on le constate vraiment. Et on accompagne aussi, on fait des interventions au sein du club accélérateur, au sein des CCI. Là, il y a des entrepreneurs qui se retrouvent qui sont dans des perspectives de développement de leurs entreprises et qui se retrouvent en atelier régulièrement. Et on est intervenu sur des sujets de management et de management de projet. Et on a eu plusieurs témoignages, j'en ai 2 notamment. Une première personne qui avait un nombre certain de salons de coiffure, une patronne qu'on avait quand même, bon, on était sur une vingtaine, avec des gros salons, donc pas mal de monde. Et nous, on l'a rencontrée qu'une fois dans un atelier, mais visiblement, elle n'était pas venue depuis 6 mois et elle n'allait pas très bien depuis 6 mois. Puis là, elle arrivait et on parlait justement du management. Et elle a vraiment fait un témoignage qui était assez, je dirais, emblématique en disant, dans ces 6 mois, j'ai passé une partie de mon temps l'année dernière à remplacer les gens qui étaient absents, à gérer des plannings, etc. Et puis à un moment, j'ai décidé que d'abord ma boîte allait moins bien et que moi, j'allais pas bien. Et j'ai pris la bonne décision de ne me consacrer qu'uniquement au management, c'est-à-dire de sortir de la production et d'être là en accompagnement de mes équipes. Et elle revenait 6 mois plus tard. D'abord, elle allait mieux. Les résultats de son entreprise étaient bien meilleurs. Et surtout, elle avait beaucoup moins de turnover. Et c'était beaucoup plus satisfaisant pour elle. Et puis, il y avait un autre patron qui avait plusieurs concessions moto. Et il me dit, il y a un directeur de site qui est parti. Il me dit, ça fait 6 mois que je cherche la bonne personne parce que mon équipe est tellement, tellement engagée et a tellement bons résultats qu'il faut que ce soit vraiment la personne idoine pour continuer à faire progresser ses équipes. Et je ne prendrai pas quelqu'un où, je dirais, je prendrai le temps de trouver la bonne personne.
Et là encore, on était dans une entreprise qui avait des projets, qui avait une stratégie assez claire et qui allait plutôt bien. Donc ça, c'est les exemples de valeur ajoutée, où je mets mon temps, les décisions de où j'ai ma valeur ajoutée, quoi. Ouais, et en fait, cette gestion du temps, ça nous ramène à ce que tu disais tout à l'heure, Pascal, sur la discipline du manager. Là, la discipline et la politique de la porte ouverte. En fait, la porte, elle n'est pas tout le temps ouverte, hein, c'est pas le sujet. Nous, on le voit, pour avoir vécu du management en open space. Ça demande beaucoup de discipline parce que en open space, en fait, on voit les états d'âme du manager sont exprimés en permanence et donc les équipes les ressentent. Et alors d'un côté, c'est très bien parce qu'ils ont un manager qui est à disposition tout le temps. Hein, et d'un autre côté, ça peut provoquer des difficultés parce que certes, il est à disposition tout le temps, mais il est tellement pris que je vais surtout pas le déranger. Hein. Et donc, en fait, de créer des temps, justement, de rencontres. Nous, on a tout un tas de rituels, en fait, hein, qui peuvent être testés, que ce soit des temps individuels ou des temps collectifs. Hein. C'est vraiment important, et notamment pour que le manager ait le temps, on revient toujours au temps, de faire son travail, parce que manager, c'est un vrai travail. Et le sixième levier, c'est l'évolution professionnelle et la stratégie de rémunération qui en fait partie. Donc, développement des compétences, ça, il y a eu plein d'études là-dessus. Hein. Donc, c'est un des grands leviers d'engagement d'une équipe ou d'un individu, c'est avoir l'impression d'apprendre. Voilà. Il y a la reconnaissance, mais vous savez, la reconnaissance, il y a plusieurs niveaux de reconnaissance, donc elle peut être à la fois financière, bien sûr. Si je considère que je ne suis pas payée à ma juste valeur, ça provoque du désengagement. C'est pas parce que vous êtes payé correctement, votre travail est récompensé financièrement, que vous allez avoir un surcroît d'engagement. En revanche, si vous ne l'êtes pas, on appelle ça les facteurs de désengagement. Si vous ne l'êtes pas, ça crée effectivement des frustrations. Mais l'évolution professionnelle, stratégie de rémunération, il y a aussi des rémunérations qui sont alors symboliques, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, qui sont d'un autre ordre, qui sont de l'ordre du feedback, de l'intérêt porté au travail, de la possibilité de participer à des projets, d'être écouté. Il y a quand même on porte une attention quand même assez importante et je vais te repasser la parole, Anthony. Faut faire attention aussi aux stratégies de rémunération variable et notamment sur leur clarté parce que là, ça peut créer du gros bazar. Oui, mais oui, ça c'est sûr, parce que ça crée de l'injustice, en fait, hein. La rémunération variable qui ne va pas. Par rapport, je reviens juste aussi sur la juste rémunération. Je rajouterais de manière durable, parce qu'en fait, on se rend compte, et notamment même chez les jeunes collaborateurs, ils sont capables d'accepter, de faire des efforts à partir du moment où tous les autres leviers sont tenus. C'est-à-dire qu'ils ont du sens dans leur travail, qu'ils ont une communication qui est claire, l'organisation leur semble claire et ils savent où ils vont. Ils sont capables d'accepter certains efforts en termes de rémunération. Maintenant, pas de façon durable, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien sûr reconnaître leur travail. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, d'ailleurs, c'est pas immédiat, en fait. Hein. Et souvent, le sens qu'ils ont dans le travail, enfin, qu'on est capable d'apporter à leur travail et l'utilité qu'on est capable d'apporter à leur travail prime, au moins dans un premier temps. En tout cas, ça prime si la rémunération est considérée comme pas complètement décorrélée, parce que ça, c'est aussi des choses qu'on voit pas mal en ce moment, sur les recrutements, sur des postes, notamment en RH. Là, on attend des gens qui aient 10 ans d'expérience, qui sachent tout faire, qui développent toute une stratégie RH, etc., avec des rémunérations d'entrée de poste, et là, c'est pas possible, en fait. Hein. Donc, il faut quand même garder... À partir du moment où il y a une cohérence, voilà, c'est un sujet qui est important, surtout qui est créateur de frustration et de dysfonctionnement quand il n'est pas adressé de façon, là encore, claire, avec des règles claires et les engagements qui sont pris sont tenus de part et d'autre. En fait, c'est ça dont on pourrait résumer ça comme ça. Donc là, on vous a partagé justement les 6 leviers satisfaction au travail qui sont aussi les 6 leviers de la performance au travail et qui entraînent derrière, s'ils sont bien adressés, de la performance économique. Alors comment ? C'est ce que nous dit l'ISEOP, on en revient à ce qu'ont fait les études, nos scientifiques, dit que finalement, quand j'améliore et je travaille sur ces 6 leviers, je permets la réduction des coûts cachés. Et ça, c'est un mot hyper important, les coûts cachés, c'est ceux qu'on ne voit pas directement, mais qui ont un impact significatif sur la performance économique. Donc ça, c'est la première chose. Évidemment,
sachez que toutes nos organisations, elles créent des dysfonctionnements. C'est normal, il y a des humains dedans qui n'obéissent pas qu'à une rationalité absolue, qui ont des enjeux personnels, des enjeux d'équipe. Donc, il y a toujours des dysfonctionnements. On n'arrivera jamais à zéro, mais si on y porte de l'attention et qu'on met de l'huile dans les rouages, on a vraiment une diminution de ces coûts cachés. Ils ont même été... Alors, on peut utiliser d'autres mots d'ailleurs que coûts cachés. On peut parler de performance cachée, c'est-à-dire que c'est des coûts aujourd'hui, mais demain, ça peut devenir de la performance. On peut parler aussi de manque à gagner. Voilà, si j'adresse pas ça, il y a clairement, je rate des opportunités et je peux avoir du manque à gagner. Alors, on peut aussi essayer d'aller voir un peu des indicateurs. Comment on sait que ça dérape si on n'a pas vu les signaux faibles? Oui, et c'est vrai que dans ces indicateurs, nous, c'est ce qu'on s'en rend compte, notamment quand on arrête les comptes. Souvent, les augmentations des arrêts de travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'atelier est peut-être pas suffisamment rangé comme il faut, parce que ça crée ça peut créer des difficultés. Les arrêts de travail, on va le voir aussi avec des managements un peu compliqués, qui peut provoquer des problèmes psychologiques auprès des collaborateurs, une augmentation des accidents du travail, que ce soit dans l'entreprise ou en dehors, dérive de stock. Ça, c'est des choses qu'on regarde peut-être pas suffisamment, et notamment les entreprises qui ont beaucoup de stocks. Moi, j'avais un exemple assez précis d'un client qui a cru faire des économies en ne renouvelant pas un magasinier. Il avait un très bon magasinier qui est parti, qui gérait tout son stock et qui faisait attention aux consommations des personnes, surtout. C'est surtout ça. Et il s'est dit, tiens, je vais économiser son salaire. Et en fait, au bout de quelques mois, on s'est rendu compte de vraies dérives au niveau du stock. Des consommations qui n'étaient pas contrôlées. Je ne parle pas de vol particulièrement, mais des consommations qui n'étaient pas contrôlées parce que les personnes venaient se servir, même s'ils avaient déjà s'ils avaient déjà utilisé les pièces sans contrôle. Et en plus de ça, on avait un vrai problème de tiens, moi j'ai besoin de X mètres de telle ou telle matière. Eh bien, la personne qui commandait n'étant pas dans l'atelier, contrairement au magasinier qui était là tout le temps, pouvait éventuellement surstocker. Et donc, ce qui veut dire que dans les dérives de stock, on voit bien que ça joue sur votre trésorerie directement. Donc ça, c'est même pas un coût caché, c'est un coût réel. C'est-à-dire que la trésorerie, ça coûte cher. Et donc, en voulant faire des économies, parfois, on se rend compte que tout simplement, on crée des dérives. On le voit pareil au niveau des impayés. La relance client, ça s'improvise pas. Et à vouloir faire ça par des personnes qui ont déjà plein d'autres et qui n'ont pas forcément le temps à y consacrer, on peut se retrouver avec des clients qui payent pas. Et un client qui paye pas tout de suite, c'est potentiellement un client qui va avoir une difficulté qui pourra jamais payer. Ensuite, on le voit aussi, alors c'est dans les indicateurs, les avoirs qui augmentent. Les avoirs, quand on fait un avoir, ça veut dire qu'il y a eu une insatisfaction client, de la même manière que l'impayé. Souvent, l'impayé, il est surtout lié à d'abord à une insatisfaction client, et ensuite probablement à un problème du client, un problème financier chez le client. Mais les avoirs qui augmentent, plus vous faites des avoirs, plus bien sûr, ça a un impact direct sur votre performance économique, mais c'est un réel indicateur qui n'est même pas un indicateur faible, c'est vraiment un indicateur fort d'insatisfaction. Et enfin, le recours à l'intérim, ça vous le voyez, nous on le voit de toute façon chez les clients, quand il y a beaucoup d'intérim, sauf vraiment activité très particulière parce que des grosses charges ponctuelles imposées par les clients, quand on a un recours fort à l'intérim, souvent c'est qu'il y a du turnover dans l'entreprise, il y a des arrêts de travail réguliers ou des accidents de travail réguliers. Et donc l'intérim, on sait que ça a un impact un peu plus fort sur la rentabilité d'entreprise. Et puis, il y a pas seulement, il y a ce qu'on voit un peu dans les indicateurs, et puis il y a aussi, on s'est amusé avec Anthony à essayer de repérer quels sont les mots qui nous sont dits, alors soit par des directeurs, soit par des dirigeants, et qui indiquent que vraiment, vraisemblablement, il y a un sujet managériel et de santé de l'entreprise. Alors, il y en a plusieurs. Alors, nos favoris, c'est je peux compter sur personne, ce sont tous on vous laisse, voilà, compléter la phrase. Des incapables, et puis des mots qui peuvent être parfois un peu moins lisses. On a aussi les jeunes ne veulent plus travailler. Alors ça, on l'entend. Ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier-là. Je l'entends depuis de 20 ans. Donc autant vous dire que les jeunes de l'époque, ce sont plus les jeunes d'aujourd'hui. Mais visiblement, ils ne veulent toujours pas travailler, ces satanés jeunes.
Donc là aussi, c'est un indicateur quand un chef d'entreprise, un directeur de service dit les jeunes ne veulent plus travailler. Bon, il y a un sujet, on sait qu'il y a un sujet managérial. Alors un peu dans le même esprit, c'est de la faute du télétravail. Ouais, le télétravail, visiblement, aurait complètement enlevé l'envie aux équipes de travailler, tout désorganiser. Alors, ce qu'on est en train de dire avec Anthony, c'est pas que ça n'a pas d'impact, c'est juste que le mode de management doit évoluer. Il n'est pas figé dans le temps, évidemment, vous le savez très bien, et que je ne manage pas de la même façon des gens que j'ai tous les jours, les mêmes jours dans une agence de 9h du matin à 18h, que quand il y a effectivement 2-3 jours de télétravail, du travail hybride, des gens qui ne sont pas sur site. Ça nécessite, et on en revient au premier, ça nécessite de la discipline managériale, comme quand on est en open space, comme quand on est... Voilà, il faut cette discipline et donc le bloquer dans le timing, le rendre visible pour l'équipe, le travailler, le préparer. Et puis un autre qu'on a aussi, les clients sont devenus insupportables. Là aussi, les clients deviennent insupportables depuis plus de 20 ans me concernant. Et j'imagine que pour ceux qui sont, qui sont encore depuis plus longtemps dans leur métier, ça fait encore plus longtemps qu'ils deviennent insupportables, plus exigeants, moins patients, etc. Là encore, avec Anthony, l'idée, c'est pas de nier les évolutions de société, les évolutions d'attente, les évolutions de besoins. C'est juste de dire que c'est l'histoire du monde, en fait, et que ça a toujours été comme ça, et que ça va pas aller en s'arrangeant en termes de perturbation de nos marchés, de nos économies sociétales. Et donc, l'entreprise, et c'est Olivier Hamon qui en parle très bien quand il parle de la robustesse, l'entreprise, elle doit plus s'adapter, elle doit être adaptable. Et l'adaptabilité de l'entreprise, elle repose sur les humains qui la composent, et donc sur la façon dont ils sont finalement accompagnés. Est-ce que tu avais d'autres exemples peut-être? N'hésitez pas à mettre des questions dans le chat participant. Il y en a déjà quelques-unes. On pourra y répondre un peu en fin de... Vos phrases cultes que vous avez entendues aussi, ça peut servir à tout le monde. Non, mais c'est clair que dès qu'on entend ces phrases-là, c'est souvent lié à un problème d'adaptation en fait du mode de management à la typologie de personnes à la typologie de personnes managées. Bien sûr, on manage pas dans le service comme on manage dans l'industrie, comme on manage dans le transport. Il y a des techniques qui sont universelles. Pour autant, la typologie de personnes qu'on peut avoir en face de nous nécessite de s'adapter. Hein. Et l'autre jour, j'animais une table ronde avec une personne qui a une très belle entreprise de nettoyage, hein, avec aussi une population, alors qui est là beaucoup de population étrangère. Et donc, il me disait, et c'était assez surprenant, en fait, c'était toujours à lui de s'adapter. Et pour lui, ça lui semblait tout à fait normal que ce soit à lui de s'adapter à la population parce que c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux aussi qui représentent l'entreprise. La particularité des entreprises de nettoyage, c'est que tous les salariés représentent l'entreprise en permanence. Et donc, il en va de son image de marque de l'entreprise. Et donc, c'est à lui de s'adapter, d'apporter tous les bons outils pour que le travail soit bien fait. Alors, une fois qu'on a dit ça, on en revient à ce qu'a identifié l'ISEOR. Ils ont fait des calculs très savants qu'on va vous épargner avec des formules à 4 niveaux. Et ils ont identifié notamment que quand j'investis 1 euro en qualité de management, qualité de management, c'est quoi? C'est quand j'investis 1 euro, notamment dans les 6 leviers qu'on a pu identifier pour y réfléchir, y travailler, consacrer du temps, essayer d'améliorer les choses. En moyenne, ça en remporte 4 en surcroît de productivité. D'accord, surcroît de productivité, qualité de travail, etc. À un moment, vous allez le retrouver dans la performance économique. Ils ont aussi identifié qu'une organisation, quelle que soit sa taille, son statut, sa mission, elle a finalement une réserve endogène d'efficience comprise entre 20 000 et 70 000 euros de coûts cachés par personne et par an. Alors, ça paraît énorme. On est rarement à 70 000, j'imagine. Il doit y en avoir quelques entreprises. Mais en tout cas, c'est dans cette fourchette-là. Si je n'adresse pas ces 6 leviers de performance au travail, je vais créer, je veux dire, ça va me coûter sur chaque personne, ça va me coûter une certaine somme. Alors, si vous avez envie de lire le bouquin, vous aurez toutes les formules. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils redisent régulièrement dans les interventions sur cette réserve finalement de performance cachée. De performance cachée en s'occupant des collectifs de travail. Alors la bonne nouvelle, quand même,
c'est qu'on peut rapidement, tous ces gisements de coûts cachés, on peut rapidement aller les chercher, en fait. Il parle d'un délai de 6 à 15 mois. C'est-à-dire que quand je mets des choses en place dans mon management, assez vite, j'ai des effets quand même sur l'engagement des équipes, sur le sens qu'ils mettent dans leur travail, sur leur capacité à développer de la solidarité, sur leur capacité à mieux faire leur travail. Et nous, on le voit quand on accompagne des changements de management des équipes qui sont en difficulté, etc. Dès qu'on a un manager qui consacre du temps, qui rend le travail de l'équipe le plus facile possible, c'est qu'il est là comme un facilitateur, qui est là aussi comme le gardien du cadre. Attention, prise de décision, recadrage, etc. On a des améliorations assez rapides. En fait, les collaborateurs n'attendent pas les managers avec un couteau entre les dents. Je dis, il faut être un suffisamment bon manager. On n'a pas besoin d'être le champion du monde de la communication non violente. Alors, il faut éviter d'insulter les gens quand même. Mais voilà, même si je suis pas le meilleur, même si je suis pas le meilleur dans l'écoute active, à partir du moment où je me rends disponible pour l'équipe, que je l'aide à prendre des décisions, que je lui consacre un temps de qualité et que je lui donne les moyens de travailler pour accompagner un grand nombre d'équipes, je vous assure qu'elles savent parfaitement le dire. Elles identifient très bien les forces de leur manager. Elles savent très bien dire, bon là, je sais que c'est pas son sujet, mais je lui en veux pas parce qu'il m'aide, parce que pour toutes les autres raisons, je sais qu'il est précieux dans l'équipe. Donc ça, il faut quand même se le dire, on n'attend pas des superman, hein, ou des superwoman, Peut-être, évidemment. ouais, peut-être que je regardais le chat en même temps, ça peut permettre de répondre à une des questions sur le fait de se dire, parmi ces 6 leviers, quels sont selon vous, ceux qui ont le plus d'impact, quand on parlait de nos 6 leviers, moi je trouve que le un qui a le plus d'impact, c'est les conditions de travail. Qu'on le veuille ou non, le fait d'avoir un poste de travail ou des conditions de travail satisfaisantes, ça aide beaucoup. Et nous, on a vu, alors, notamment de faire évoluer les conditions de travail, c'est des fois tout bête, comme remettre un peu d'ordre ou repeindre des bureaux, remettre quelque chose pour que les personnes aient l'impression d'être dans quelque chose d'un peu plus neuf. Ça change, alors pas forcément durablement, hein, parce que les travers reviennent assez rapidement, mais ça peut changer beaucoup de choses. Nous, on a aussi des fois le fait de changer les gens de bureau. Ça peut être pas mal parce que ça leur permet de voir autre chose. Donc, pour moi, les conditions de travail, ça me paraît être un des leviers les plus importants. Et aussi la communication, bon, qui est un peu un levier central là, parce que c'est par la communication qu'on apporte du sens, c'est par la communication qu'on manage. Et donc, la façon dont on communique auprès de nos collaborateurs, ça me paraît aussi un des leviers indispensables. Notamment parce qu'on parlait dans des situations qui se dégradent. Faut surtout, le pire, ce serait de ne rien dire et de cacher parce que le fait que ça se dégrade, tout le monde le sait en fait. Hein. Donc le pire, ce serait de ne rien dire. Alors moi, il y en aura un autre, ça va dire on va vite arriver à 6. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en abandonner complètement l'un d'entre eux. La réponse, elle est là. C'est-à-dire que s'il y en a un qu'on abandonne complètement, on fait tout bien, mais alors la rémunération, c'est que la stratégie de rémunération est complètement incompréhensible ou autre, bon, on va créer forcément des frustrations. L'organisation du travail, quand même, se poser constamment la question de est-ce que les gens ont la capacité à faire leur travail avec les bons outils, le bon niveau de communication, le bon niveau de qualité. Et se poser régulièrement cette question de est-ce qu'il n'y a pas trop de zones grises, est-ce que les gens peuvent décider, le respect du principe de subsidiarité, est-ce que chacun peut décider dans son champ de responsabilité, est-ce que c'est clair pour tout le monde. Donc ça, c'est aussi, une fois qu'on a de bonnes conditions de travail des bureaux, c'est propre, je viens en sécurité psychologique, etc., derrière, il faut que je puisse faire mon travail dans les meilleures conditions possibles. Les gens viennent dans l'entreprise, pas forcément pour trouver du bonheur, trouver du sens dans leur vie, etc. Oui, mais ils viennent pour faire leur travail. Et souvent, on entend les gens hyper frustrés en me disant, mais moi, je demande ça à tel ou tel service, c'est pas pour me faire plaisir à moi, mais si ça, je peux pas l'avoir, j'arrive pas à faire mon travail. Vous voyez, ces frustrations-là, elles sont importantes à adresser, en tout cas. En conclusion, en fait, ce qu'il partageait aussi dans l'ISEOR, c'est pas qu'il n'y a pas trop de managers ou pas assez de managers en France, c'est que simplement, il y a beaucoup de managers qui n'ont pas le temps de manager. C'est-à-dire qu'on ne leur laisse pas, parfois, on ne leur laisse pas, ou ils ne prennent pas, on mettra ce qu'on veut derrière parce qu'il y a aussi la responsabilité personnelle des uns et des autres. Mais finalement, je ne consacre pas suffisamment de temps ou de temps de qualité à accompagner l'équipe. Je suis manager, ça devient central.
Ce qui compte, c'est la performance de l'équipe. Donc ça, c'est ce qu'ils ont pu développer. C'est parfois il n'y a pas assez de présence, pas de rituel, manque de feedback, manque de décision, et tous ces petits ingrédients font que l'équipe produit un travail de qualité qui a un impact direct sur la performance économique. Donc évidemment, avant de répondre peut-être à d'autres questions ou peut-être avoir quelques témoignages dans le chat, les questions que je dois me poser là quand je suis face à mon organisation sur le sujet du management, déjà, et on est très surpris, parfois on a beaucoup de managers qui n'ont jamais eu de formation managériale. On intervient dans des collectivités, etc. et on pose la question. Alors certains, oui, sont partis dans des gros organismes de formation faire une formation managériale, mais tous n'ont pas eu un parcours de formation qui va vraiment s'inscrire dans la réalité de l'entreprise, dans sa culture d'entreprise. Et le fait de créer parfois des petites cohortes, ça dépend de la taille de vos entreprises, mais quand on a des belles PME, d'avoir un peu des promotions, vous savez, qui se suivent pendant 2 ou 3 ans et qui vivent des temps d'échanges managériaux et de formation, ça a vraiment des vertus qu'on observe avec des évolutions d'année après année. Quelle continuité aussi, le sujet de managérial, il ne s'arrête jamais. Dans les formations, dans l'école du management qu'on organise dans le groupe, on a des gens qui sont managers depuis 25 ans et qui sont là en formation, qui viennent nous apporter aussi leur expérience, leur retour et qui sont dans l'amélioration continue. Et ça, c'est fondamental d'avoir cet échange entre cette solidarité managériale. La deuxième question, c'est est-ce que mes managers sont managés ? C'est quoi l'animation de ce collectif managérial ? Je suis sur une région, par exemple, j'ai 10 managers. Est-ce que je les réunis de temps en temps juste pour parler de management ? Comment ça se passe avec l'équipe ? Comment ça se passe avec tes rituels ? Qu'est-ce que tu arrives à faire, à ne pas faire ? Comment on peut t'aider ? Vraiment, ces sujets-là sont très importants. Et derrière, c'est les espaces de partage de sujets managériaux. Souvent, c'est complètement, comment on dit, pris par tous les sujets de production, de dossiers, de sujets techniques, qui fait que le sujet managérial est repoussé contre les murs, il n'a pas sa place. Est-ce que j'ai développé aussi le collectif managérial avec l'entraide ? Alors pour ça, il y a plein de sujets, plein de choses à faire. Et puis, comment je sais que mes managers managent bien ? Ou managent comme je souhaite qu'ils managent, accompagnent bien les équipes. Comment j'évalue ça ? C'est quoi les indicateurs connus de tous, sur lesquels eux peuvent s'appuyer, sur lesquels les équipes peuvent s'appuyer, sur lesquels on peut avoir une discussion factuelle et concrète ? Ça, c'est des vraies questions à se poser sur le sujet. Et puis, en conclusion, ce qu'on peut dire, cet homme-là utilisait une expression que je reprends régulièrement, c'est quels que soient les sujets dans l'entreprise, à un moment ou à un autre, quand ça se passe bien ou que ça se passe moins bien, il y a toujours la question du PFH. Je ne sais pas si les uns les autres, c'est Hubert Reeves qui utilisait beaucoup cette expression, qui était physicien, qui l'est toujours, je ne sais plus s'il est mort ou pas d'ailleurs. C'est le putain de facteur humain, tout simplement. Donc, à un moment, dans les projets, quand ça fonctionne pas, dans les équipes, dans de la prod, dans de la qualité, il faut toujours en revenir à cette question du facteur humain. Qu'est-ce que j'ai, peut-être qu'est-ce qu'on a raté ou pas, qu'est-ce qui a dérivé et comment je reprends. Et vous pouvez reprendre tous les grands projets. Vous avez même un livre qui s'appelle Le petit livre des grandes erreurs. À un moment, il y a toujours le sujet du facteur humain. Donc, il est fondamental et au cœur de la performance durable de l'entreprise. Ça, c'est une conviction que nous partageons en tout cas avec nos collègues des différents métiers dans le groupe. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose en conclusion avant qu'on réponde peut-être à quelques questions ? Non, je pense qu'on peut passer aux quelques questions que l'on a pu avoir dans le chat. Vous avez la possibilité de poser les questions. Il y en a quelques-unes. Oui. Donc, la première, c'était sur les 6 leviers. Donc, celle-ci, on y a déjà répondu. Il y avait une question sur quels sont les meilleurs rituels managériaux à proposer aux équipes. Ouais. Alors, j'ai envie de dire, ça dépend. Non, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut créer du lien dans l'équipe. Donc, il faut des rituels collectifs. Le rituel collectif calé dans l'agenda, il crée de la récurrence, il crée de la sécurité. Pour que les équipes soient autonomes et développent de la performance, elles ont besoin d'un cadre clair dans lequel elles peuvent le faire. Et ce rituel, qui peut être mensuel, hebdomadaire, en fait, ça dépend des métiers. Entre une équipe de gestion de patrimoine qui est sur le terrain dans 10 régions différentes, ou une équipe qui fait de la soudure au chantier naval, vous n'avez pas les mêmes besoins. Néanmoins, il y a besoin de ces rituels collectifs. Des rituels qui sont bloqués dans l'agenda, et puis après des rituels qui sont, je dirais, de l'ordre de la convivialité, qui ne sont pas notés dans les agendas, mais qui sont attendus, les anniversaires, les sorties, etc. Ça fait partie,
finalement de l'identité d'une équipe. Donc ça, Moi, il faut le travailler. ouais, un exemple très, très simple dans une entreprise traditionnelle, on voit souvent des rituels autour des équipes commerciales, par exemple. Oui. Ça, c'est important parce que c'est toutes les semaines, c'est tous les mois, c'est tous les 15 jours en fonction de la distance dans laquelle ils sont. Mais je sais que dans les entreprises qui fonctionnent bien, ces rituels sont vraiment respectés parce que c'est important que les gens se voient, c'est important que les gens échangent sur leur métier, de la même manière que les rituels managériaux sont importants. Nous, on a un collectif de managers qui travaillent avec nous. Ben, ces managers doivent pouvoir se rencontrer une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les ans, suivant les thèmes qu'on a besoin d'échanger, sur lesquels ils ont besoin d'échanger, parce que c'est en se rencontrant qu'on se connaît. Et quand on se connaît, on peut se demander, on peut s'entraider, on peut répondre à toutes les questions que tu as affichées juste avant, Pascal. Oui. Donc les rituels managériaux, ils sont à la fois collectifs, ceux qui sont bloqués dans l'agenda, Mhm. ceux qui sont peut-être un peu plus informels, des histoires de pause café même, etc., où tout le monde doit pouvoir trouver sa place selon son bon vouloir. Mais c'est vraiment des choses où on apprend plein de choses et on apprend à connaître les gens. Les rituels individuels, fondamentaux, c'est-à-dire que sinon vous arrivez à l'entretien annuel et là parfois vous avez des collaborateurs qui vous lâchent tout ce qu'ils vous ont pas dit dans toute l'année, alors vous êtes quelqu'un d'éminemment sympathique et à l'écoute. Simplement, si à un moment dans mon année, je n'ai pas 1, 2, 3, 4, 5, 10 temps, vous décidez où je suis seule avec mon manager, et moi j'aime bien ces 3 questions, je les répète, je radote, certains les connaissent, c'est qu'est-ce qui se passe bien en ce moment pour toi, approche appréciative, j'identifie ce qui est bien en place. Qu'est-ce qui se passe moins bien pour toi en ce moment? C'est quoi tes irritants? Le en ce moment est très important, on ne refait pas les 6 mois ou les 2 ans passés, hein. C'est le en ce moment et de quoi tu as besoin. Responsabiliser le collaborateur ou le manager, si moi je suis manager de manager, pour dire de quoi tu as besoin. Et comme ça, j'ai un peu mon baromètre. Et pour les équipes qui le mettent en place, j'ai eu des témoignages encore récemment en co-développement avec des équipes qu'on suit depuis longtemps. Ils m'ont dit, mais en fait, j'ai beaucoup moins d'incompréhension, j'ai beaucoup moins de petits conflits qui peuvent être résolus parce que les signaux faibles, je les vois, en fait, je peux anticiper. Donc ça, c'est rituel individuel, rituel collectif. Et vous choisissez, c'est-à-dire qu'en fonction des équipes, on a des choses très différentes. Je sais qu'il y a des managers de managers qui vont déjeuner avec chacun de leurs managers une fois tous les 2 mois. Ils ont choisi de sortir du cadre de l'entreprise. Enfin, à partir du moment où je m'intéresse sincèrement aux gens et au travail qu'ils font, je leur fais un retour sur ces éléments-là et je m'assure qu'ils ont les meilleurs moyens pour travailler individuellement et collectivement. Voilà. Ça, Il y a c'est une ma dernière conviction. question. Ouais, il y en a une dernière question, c'est y a-t-il aussi des personnes qui ne sont pas faites pour manager? Alors moi, ce que je peux dire, alors c'est plus une expérience personnelle, c'est-à-dire on a des personnes qui sont et je pense que vous le voyez aussi dans les entreprises, en fait, on a souvent tendance à vouloir mettre le meilleur technicien comme manager. Nous, on le voit dans la compta parce qu'on se dit, tiens, c'est le meilleur, c'est lui qui va pouvoir apprendre des choses, mais on peut le voir dans un atelier de menuiserie, on peut le voir dans un certain nombre de choses. Il faut, je pense, décorréler le fait d'être le meilleur et peut-être même la meilleure pédagogue, parce qu'il y a des gens qui sont tout à fait capables d'apprendre le métier aux gens, mais qui n'ont pas de compétences a priori managériales. Pour autant, je ne sais pas si tout le monde est fait pour un manager, mais il y a une chose dont je suis sûr, et tu en parlais, Pascal, c'est que si on ne forme pas les gens à manager, euh, je pense que peu de gens sont naturellement faits pour manager. Oui. C'est-à-dire qu'on a tous besoin de techniques et c'est sans doute, il y a un vrai enjeu, notamment quand on recrute ou quand on fait évoluer des personnes vers le management, il y a un vrai enjeu de formation. Oui, il y a un enjeu fort de formation et d'accompagnement des managers, pas juste en formation. Les managers ont besoin d'être managés, quel que soit leur niveau managérial. Et ça, c'est absolument fondamental de se poser la question de l'intégralité du collectif managérial. Et c'est comme ça qu'on développe derrière des entreprises qui sont solides, qui sont pérennes et qui ont une performance qui est durable. Et c'est tout l'enjeu, effectivement, et qui est compatible avec l'aspect, leur rôle social aussi de développement des humains qu'ils ont entre leurs murs, en tout cas, sur le sujet du travail. Impeccable, on a répondu, oui, il y avait 3 ou 4 questions auxquelles on a répondu. Il est 10h59 en plus, avec un respect du timing excellent. Oui.
Il n'y a pas d'autres questions. Non? Il nous reste à vous remercier tous Merci. d'avoir participé à ce webinaire. Il va être disponible, je crois, en replay, hein, éventuellement pour ceux Oui, c'est ça. qui souhaitent le revoir. Peut-être Pascal, Très bien. je te laisse Ouais. conclure. Bah oui, bah en tout cas, n'oubliez pas ce fameux PFH et dites-vous qu'à chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement, il faut aussi aller regarder du côté des humains qui composent les équipes et que tout l'argent que vous investissez dans le management, la formation, le management de qualité ne sera jamais, jamais, jamais perdu. Et on sera ravis d'échanger avec vous sur ces sujets qui nous passionnent. On a des équipes interdisciplinaires qui travaillent sur ces sujets-là. Merci beaucoup à tous. Merci à tous.